Bonjour à tous. Terra Numerata, ça sonne latin, ou alors Esperanto. Ça se veut universel et c'est l'écosystème partenarial du cabinet Roland Berger qui signifie que, d'ailleurs, il y a une forme de cohérence et de continuité avec ce que j'ai tenté de faire précédemment. Je considère qu'on est plus intelligent à plusieurs et que l'économie aujourd'hui doit reposer sur une forme de partage de la valeur parce que quand on partage, on enrichit, on crée. Et donc Terra Numerata permet aux consultants de chez Roland Berger de s'associer à des entreprises extérieures, qu'elles soient technologiques ou pas, ça peut être du design thinking ou des médias pour offrir des services enrichis à leurs clients. Alors, cette dynamique de groupe positive qui cherche en effet à créer de la valeur en partageant, aujourd'hui, quand on considère on revient en arrière et on se penche sur ce qui s'est passé depuis 5 ans, 2013, 2014. Je rappelle ces deux étapes parce que 2013, vous êtes donc député, vous êtes député des Français de l'étranger pour le compte de la majorité. Vous êtes un peu à part dans cet univers. Vous avez à la fois un peu de culture anglo-saxonne, du culture du business et puis cette culture du numérique. Et il y a 5 ans, quand vous êtes à l'Assemblée nationale et que vous dites « je voudrais devenir rapporteur sur ce sujet », on vous dit « mais de quoi tu parles ?» D'abord, puis ensuite vous entrez au gouvernement en 2014, et là aussi, le sujet donné, il y a moins de 5 ans, n'existe pas dans les têtes. Il n'existe pas dans l'appareil institutionnel et étatique. Il existe dans certaines têtes, et heureusement, parce qu'il faut toujours avoir des complices et les trouver pour avancer. Vous me demandez d'évoquer des souvenirs, on est Salvagram. Je ne peux pas m'empêcher de raconter cette histoire parce que ça m'a fait rire, j'y ai repensé en entrant en Salvagram. La dernière fois que je suis venue, c'était pour assister à un mariage et je ne savais pas trop quoi dire aux mariés et je vois un clown devant moi et je dis « ah, c'est quand même très sympa, très original d'avoir demandé à un clown de venir animer une cérémonie de mariage ». Et il me regarde un peu effrayé, il me dit « mais c'est pas du tout un clown, c'est ma belle-mère ». Voilà pour la Salvagram. Mais pour les souvenirs, les souvenirs politiques et professionnels, effectivement, à l'Assemblée nationale, et peut-être évoquer ce souvenir pour rappeler le chemin parcouru en termes de conscience collective de l'importance de l'utilisation stratégique des données dans l'économie et la société française aujourd'hui. À l'époque, Assemblée nationale, je voulais être rapporteur sur le sujet data. J'ai donc demandé à la Commission des lois et à la Commission des affaires européenne au sein de laquelle je siégeais d'être rapporteur sur ce sujet et c'est vrai que la réponse systématique c'était circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas un sujet, il y a d'autres priorités. Ce n'était pas forcément une réponse politique, c'était une réponse administrative. Eh bien il a fallu que la nouvelle commission nommée à l'époque annonce vouloir définir une stratégie numérique à l'échelle européenne pour que j'ai finalement, au bout d'1 an et demi, pu être nommé rapporteur sur ce sujet et commettre un rapport. Mais arrivé à Bercy, ça a été la même histoire. C'est-à-dire qu'arrivé à Bercy, lorsque j'ai dit qu'il faut faire l'open data par défaut, parce que l'ouverture des données publiques, non seulement est une exigence citoyenne et démocratique, mais c'est aussi une condition de croissance économique parce que c'est la matière fournie aux entreprises pour qu'elles puissent derrière mettre en perspective leurs propres données, avoir ce fond de carte. L'open data, c'est un fond de carte pour les entreprises du secteur privé qui permet d'enrichir leurs données et donc de créer de nouveaux services. On m'a dit circuler, il n'y a rien à voir. Lorsque j'ai dit mais écoutez, le RGPD c'est quand même un minimum un enjeu économique tout autant qu'un enjeu de justice, oui, et c'est là que c'est fascinant, c'est un enjeu, Simon l'a bien dit, technique et juridique, économique et sociétal. Le RGPD permet de protéger les données personnelles et donc la vie privée. C'est une liberté individuelle qui est là affirmée, mais c'est aussi un formidable outil économique de positionnement concurrentiel pour les entreprises. Et lorsque j'expliquais que les 5 premières valorisations boursières au niveau mondial aujourd'hui sont celles d'entreprises dont les modèles économiques reposent exclusivement sur la collecte et l'utilisation des données, eh bien, on voyait bien que cette compréhension des enjeux n'avait pas été intégrée. C'est très différent aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, quand on voit Simon Chignard aujourd'hui, qui est pour le compte de l'État, qui vient ici nous expliquer les choses,
le chemin parcouru est considérable. C'est une vraie métamorphose, notamment dans l'univers public. Tout à fait, je parlais des complices et des précurseurs, et heureusement qu'on a eu des éclaireurs au sein de l'appareil de l'État pour montrer le chemin. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans l'entreprise privée ? Vous définissez 3 champs d'influence. On revient un peu, c'est le tango à 3 de Simon Chignard dans un instant, compliqué, mais vous définissez 3 champs sur lesquels, évidemment, la donnée a un impact considérable dans l'entreprise. Oui, tout à fait, qui sont les champs traditionnels définis par notre Chief Data Scientist chez Berger, Cyril Vincé, mais que vous connaissez si vous êtes vous-même des utilisateurs des data. C'est la connaissance client, beaucoup du marketing, c'est l'excellence opérationnelle, on parle surtout de logistique, supply chain, l'administration des ventes, les achats, etc. Et puis ce sont les nouveaux services, les fameux nouveaux modèles à créer face à la concurrence venue des entreprises plateformes qui se positionnent sur des secteurs desquels elles n'ont pas a priori une expertise, le transport, la mobilité, la santé, etc., mais qui viennent perturber frontalement des secteurs dits traditionnels. Alors avec des niveaux de maturité sur l'utilisation des données variables selon ces 3 champs d'application, disons que dans le secteur privé, pour reprendre l'analogie faite par Henri Verdier, le Chief Data Officer de l'État, il dit que l'État entre est passé de l'enfance à l'adolescence, donc c'est l'an 2 de la donnée pour l'État. Je dirais que dans le secteur, je serais un peu plus dur, je dirais qu'il est passé de la naissance à l'enfance dans le secteur public, et que dans le secteur privé, on est plutôt dans cette phase de l'enfance à l'adolescence. Connaissance client, aujourd'hui le potentiel technique est extraordinaire, notamment par le cross-canal. L'enjeu pour les entreprises les plus en avance, c'est vraiment de trouver une manière unique d'unifier des datas qui proviennent de plusieurs canaux. Alors ce qui est plus intéressant, c'est peut-être les entreprises qui n'ont pas du tout l'habitude de gérer les données. Tout d'un coup, elles veulent passer de l'âge de pierre à la conquête de Mars. Et sans réaliser forcément que ça suppose un accompagnement, y compris en termes de gouvernance. Parce que il me semble, de ce que j'observe au sein des entreprises, que finalement, l'obstacle principal à une bonne utilisation des données, c'est l'humain. C'est la question du qui fait quoi, de la gouvernance, à qui on confie, la question du modèle d'innovation, est-ce que c'est un POC, de l'expérimentation uniquement, ou est-ce qu'on passe à l'échelle, et si on passe à l'échelle, comment, avec quels moyens, quel portage, et donc finalement ces questions-là, je trouve, doivent être abordées. Sur la logistique, rapidement, j'ai le sentiment que les gens qui s'occupent de ces questions depuis des décennies ont l'impression qu'on veut réinventer la roue à leur place. Parce que finalement, de l'optimisation des stocks ou de l'utilisation intelligente des informations, ils en font depuis longtemps. Et donc oui, on leur dit avec le machine learning, avec les objets connectés, on va mettre de l'intelligence artificielle dans tout ça, vous allez pouvoir voir. Je ne suis pas certaine que les poches d'optimisation de la rentabilité ou de réduction des coûts soient si importantes que ça. Non, le vrai chantier à aborder, c'est celui des nouveaux services. Comment, par une utilisation intelligente des data, on peut ouvrir des champs jusqu'à présent absolument non conquis. Mais cette dimension un peu donne le vertige, cette liberté et cette idée qu'il faut aller chercher des nouveaux champs, des nouveaux services, ça perturbe tout de même les états d'esprit, ça engendre souvent un réflexe d'autodéfense. Donc ça c'est un point essentiel, et il y a à cet égard une double critique aujourd'hui sur le RGPD, qui est essentiel et sur lequel il faudrait que vous reveniez, que vous nous disiez ce que vous en pensez. D'abord, ça ne permettrait pas de faire, notamment à ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que vous dites qu'il faut aller chercher de la valeur et des nouveaux services, mais enfin quand on ne sait pas faire, le RGPD n'aiderait pas à faire. Et deuxièmement, surtout, il permettrait à ceux qui savent faire très bien de s'accaparer, de spolier les données des entreprises. Ces deux critiques, aujourd'hui, ne sont pas levées. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent comme ça ou qui redouteraient ça, le cas échéant? Je suis en désaccord total. D'abord parce que les entreprises, pour marcher, elles doivent accéder au marché.
Et pour accéder au marché, si possible, utiliser ce levier formidable qui est le marché européen. Donc ce que fait d'abord et avant tout le RGPD, c'est quand même d'harmoniser les 28 législations en matière de données personnelles au niveau européen. Très franchement, pour la France, ça ne change pas grand-chose parce que c'est une inspiration très forte de la loi informatique et liberté qui date quand même de 1978. Les seules nouveautés pour les entreprises françaises concernent surtout la portabilité des données, et là franchement le coût d'intégration technique n'est pas tellement élevé, et le fait d'avoir un registre et de tenir un registre des données, sachant que plusieurs des dispositions ne s'appliquent pas aux PME. Et j'ai envie de leur dire, mais à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure où on sait qu'il faudra, pour être concurrentiel, avoir une utilisation intelligente des datas, il serait quand même à peu près temps de commencer à s'interroger sur ce qu'on a chez soi. Et la réalité que j'observe dans le secteur privé et pas uniquement dans les PME, c'est quand même que très souvent ça reste artisanal et que les entreprises ne savent même pas quelles données elles possèdent, y compris sur leurs clients. Elles ne savent pas qui sont leurs clients, elles ne savent pas qui sont leurs fournisseurs. Donc moi je trouve que c'est une formidable opportunité qui est donnée de s'interroger enfin sur la meilleure manière d'exploiter ce gisement des datas. Très bien, mais quand on est une entreprise qui a investi un certain montant mais qui n'a pas forcément les moyens massifs d'investir, on cherche des solutions à un coût assez raisonnable. Et évidemment, des solutions proposées immédiatement, c'est les GAFA, les GAFAM, moins les BATX aujourd'hui qui nous les proposent, mais on se dit que hors de Google ou de Facebook, il n'y a pas de salut. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités accessibles, des solutions techniques chez nous, je dirais, qui permettent de résoudre ce souci du tango à 3, mais avec des solutions techniques qui ne soient pas celles forcément de Google, par exemple? Alors bien sûr, et encore une fois, la meilleure manière d'affirmer une position concurrentielle, eh bien, c'est d'avoir une bonne maîtrise de ces données. Il y a un dogme qui est autant intellectuel, politique que technologique, qui considère que aujourd'hui, les modèles qui captent les données de manière propriétaires sont les seuls modèles économiques possibles. C'est un dogme. Et moi, je me réjouis de voir l'essor de la privacy tech en France, donc des entreprises innovantes qui déclinent des nouveaux outils technologiques qui sont respectueux de la vie privée, qui savent collecter le consentement des utilisateurs, qui savent partager les données de manière conforme au cadre réglementaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être un minimum inventif, il faut oser inventer des outils qui ne correspondent pas forcément à ceux qui sont dominants aujourd'hui. Et puis, ce qui est quand même bien, je trouve, avec la révolution des datas, c'est que s'imposent peu à peu d'autres modèles qui repose beaucoup sur l'open source, où on se rend compte, y compris chez les GAFA, où on se rend compte qu'il y a un basculement vers l'open source, qu'il y a un basculement vers le cloud, d'ailleurs ça va avec, donc l'informatique en nuage, et que donc on approche de plus en plus de cette idée qu'il faut mettre en commun, sous une forme de coopétition, par exemple, pour créer de la valeur à partir du partage des données. Sur le coût du RGPD, demandez-vous toujours, lorsque vous lisez des commentaires à ce sujet, qui les écrit. Et en général, ceux qui les écrivent sont ceux qui vendent des services, et en général des services de mise en conformité au cadre réglementaire. Donc très franchement, leur intérêt purement commercial, c'est plus ça fait peur, plus c'est cher. Parce que plus c'est cher, plus il faut une mise en œuvre complexe, compliquée, etc. Vous m'avez demandé de ne pas être politiquement correct. Je considère aujourd'hui que lorsque je vois une consultation émanant d'un cabinet d'avocats qui fait 35 pages en anglais, un truc imbitable, envoyé à un chef de PME dans les territoires, et que le pauvre type lit ce truc et panique complètement en disant « Mais qu'est-ce que je fais? Je risque 4% de mon chiffre d'affaires », c'est totalement irresponsable.
On voit bien la bagarre là entre les consultants ou les avocats, par exemple. Hein, mais je voudrais d'abord demander... Non, alors pardon, là-dessus, consultant ou pas consultant, ce qui importe, c'est de s'interroger sur l'utilisation stratégique des données. Le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est une opportunité pour faire évoluer son modèle d'affaires, pour mieux connaître ses clients, mieux connaître ses fournisseurs et mieux se porter économiquement. Donc attention à ne pas sombrer dans l'angoisse, la psychose, le caractère anxiogène d'une nouvelle réglementation.